Bonjour. Et oui, si tout le monde ne l'a peut-être pas compris, mais après les peuples ukrainiens et russes qui vont payer le prix fort à tous les sens du terme, nous, Européens et surtout Français, tout comme nos amis africains et les pays du Maghreb, allons être profondément touchés. Je vais vous présenter quelques graphiques qui valent tous les discours et promesses de nos dirigeants, ainsi que l'optimisme de notre Bruno aux manettes de nos pauvres finances qui déclare la guerre économique à la Russie à lui tout seul. Encore une fois, cette seconde vidéo traitant de la crise ukrainienne, il ne s'agit pas de justifier l'injustifiable, ni de pardonner l'impardonnable, mais simplement de présenter toutes les facettes de ce triste kaléidoscope qui ouvre une nouvelle page de l'histoire du monde avec un changement de paradigme. Même si je pensais me retirer des analyses pour me consacrer à des conférences sur la biodiversité des animaux, il m'est impossible de m'imposer l'autocensure et la pensée unique qui prévalent par ces temps. Je vous propose donc une analyse non pas militaire ni géopolitique. Pour cela, je vous renvoie vers d'excellentes analyses, notamment les vidéos de Xavier Tillerman, mais aussi aux publications de la fondation Fondapol qui a exhumé de la mémoire du web un texte russe sorti par erreur puis effacé, écrit avant l'invasion et destiné à être publié à la victoire totale sur l'Ukraine, qui en dit long sur sa nature, sur la nature de cette guerre et de ses finalités pour les Russes, ainsi qu'un papier du Monde qui transcrit les propos de divergence d'analyse d'avant-guerre en quelque sorte du chef d'état-major des armées que je vous laisse lire. Sera, elle, économique et sociétale, car c'est sur ces points que les sanctions vont se faire sentir dans notre quotidien jusqu'au cœur des plus petits de nos villages. Commençons par les conséquences que Cédric a titrées Les oligarques européens quittent le navire, en constatant effectivement une rotation des actifs financiers jamais vue depuis longtemps. Mon approche sera, elle, économique et sociétale, car c'est sur ces points que les sanctions vont se faire sentir dans notre quotidien jusqu'au cœur des plus petits villages de France. Commençons par les conséquences que Cédric Froment a titrées Les oligarques européens quittent le navire, en constatant effectivement une rotation des actifs financiers jamais vue depuis longtemps. Et les conséquences de ces conséquences sont simplement un effondrement de l'euro par rapport à tout, et pour cause puisque l'Europe, vous, nous, serons les premières victimes. Effondrement que je vais vous présenter par quelques graphiques simples qui ne nécessitent pas de connaissances particulières en finance. Les courbes parlent d'elles-mêmes. Commençons donc par l'euro face au franc suisse, valeur refuge habituelle. Vous constatez ici que le taux de change oscillait aux alentours de 1,08, c'est-à-dire que pour 1 euro, vous aviez 1,08 francs suisses. Et bien maintenant, vous n'en aurez plus qu'un, voire bientôt moins. Vous constatez que l'euro, n'en déplaise à Nono, n'a pas attendu l'invasion de l'Ukraine pour faiblir des genoux, même si cela a accéléré la chute structurelle. Prenons une autre valeur refuge par excellence, le cours de l'or. Certes, avec des volumes importants générés par l'invasion de l'Ukraine pour venir franchir les plus hauts à 1800 € l'once, mais sur une échelle hebdo, donc une barre égale une semaine, on constate que la hausse de la relique barbare a commencé en 2020 pour prendre plus 41% depuis, ce qui signifie là aussi que l'euro est mou du genou depuis un bout de temps. Si je prends le graphe de l'euro face à l'or, j'ai forcément l'inverse et l'on voit que le chemin est dégagé pour descendre plus bas, bien plus bas. Et pour finir sur l'analyse de la fuite des capitaux en euros, comparons-le au roi dollar. Là aussi, la chute date de 2010 environ pour venir chercher les plus bas nous amenant à parité, 1 euro pour 1 dollar, voire moins. Ce dernier sujet est important et nous reviendrons dessus, mais qu'est-ce que cela veut dire pour monsieur et madame Dupont ou Martin? Eh bien, non seulement que le cours du pétrole augmente, mais comme les transactions se font en dollars qui vaut de plus en plus cher par rapport à nos euros, ce sera le double effet qui se coule. Les gilets jaunes étaient dans les rues avec un litre à 1,60 et les 80 km/h. Les 80 km/h sont toujours là malgré les promesses et le litre approche des 1,90. Je vous laisse imaginer la suite. Pour revenir à la finance, prenons les deux valeurs au hasard, une énergétique et une de service. Ça, c'est Engie qui a perdu moins 24% et qui peut facilement aller chercher les moins 38%. Ça, c'est Infotel, service classique, même motif, l'incertitude que les marchés financiers détestent ou la certitude que ce n'est que le début et même punition, une chute qui, contrairement à celle du Covid, a peu de chances de se résorber en quelques semaines, car tout le monde a bien compris que nous venons de rentrer dans un nouveau monde, un monde encore plus incertain et plus dangereux. Quant aux crypto-monnaies, comme l'a dit Nicolas Chéron, analyste de Zone Bourse dans un de ses tweets, elles sont devenues une sorte de Nasdaq avec effet de levier. Si nous venons casser les plus bas, il faudra les oublier pendant quelques mois, voire quelques trimestres. Ce sera un marché de traders qui surferont uniquement sur les rebonds techniques. Alors, vous me direz qu'à chaque guerre, Afghanistan à part, c'est la même chose et ça repart de plus belle une fois la boucherie des bombes, puis celle de la guérilla et les accords de paix signés.
Les plus cyniques diront que rien de tel qu'une bonne guerre pour remettre les compteurs à zéro, et les complotistes, comme j'en ai lu certains, que c'était fait exprès pour élire le président Macron. Chacun a ses délires et regardons plutôt l'indice mondial. On y voit certes la remontada post-Covid, mais aussi l'abîme qui est devant nous et les dégâts que cela pourrait causer à l'économie mondiale. Et l'économie, même sous cet aspect financier, ce n'est pas abstrait, c'est bien du concret, c'est la vie des peuples dont on parle. En dehors de votre plein d'essence et du prix de votre paquet de nouilles, ce qui est déjà pas mal, à chaque fois que le prix du blé a augmenté, cela a généré des révoltes au Moyen-Orient et des famines en Afrique. Ces graphiques ne sont en rien une prévision ni un conseil financier, mais un constat brut. Pas plus que mon discours n'est un jugement sur le bien fondé ou pas des sanctions économiques prises contre la Russie, dont, au-delà des oligarques, les peuples seront les premières victimes. Pas plus non plus que concernant l'intervention militaire décidée par le président Poutine, dont j'ai retracé l'historique dans ma dernière vidéo, au risque des commentaires qui auraient pu suivre. Force est de constater que les Américains ne mourront pas pour Kiev, trop préoccupés par l'Asie, et qui disent à l'Europe « Vous êtes riches, assez riches, et grands pour gérer ce problème russe, mais qui seront les grands bénéficiaires de ces sanctions ». De la même façon qu'étant autonome et même légèrement exportateur en gaz et pétrole de schiste, il leur est facile de proposer à l'Europe un embargo sur le pétrole russe. L'Europe est faible face à la Russie parce que, par fainéantise, depuis la Pax America de 1946, elle a choisi un parapluie percé qui avait intérêt à entretenir sa faiblesse politique et militaire, débouchant sur une faiblesse économique qui lui profitait. Un État n'a pas d'amis ni d'éthique, mais uniquement des intérêts supérieurs et éventuellement des volontés hégémoniques. Pour rappel, nos services de renseignement avaient identifié près de 300 agents de la CIA sur la place Magdane lors des premières révolutions dites de couleur. Je vous laisse seul juge de ce jeu de poker manqueur dont l'unité de mesure est le millier de morts. Conclusion économique, c'est que cette invasion de l'Ukraine n'est qu'un catalyseur de nos propres problèmes européens et français. Pour moi, nous ne sommes pas en bas, au point rouge, mais bien au point vert, c'est-à-dire au point de surcrise. Toute crise évolue selon cette forme mise en évidence par Christophe Roudufort pour l'EM Lyon. Les signaux faibles pré-crise du Covid étaient anciens et nombreux, allant de la désindustrialisation de la France prônée dans les années 2000 par Serge Turuc, le patron d'Alcatel, qui se vantait de faire une entreprise sans usine, à la mondialisation avec l'ouverture de l'OMC à la Chine dans des conditions outrancières, à la financiarisation de l'économie, etc., etc. Au moment du Covid, j'avais emprunté et publié ce dessin sans savoir que le tsunami qui suivrait serait de cette nature ni de cette puissance destructrice. Et encore, j'ai préparé cette vidéo hier dimanche pour me réveiller ce matin avec l'or qui a passé la barre des 2000, le pétrole celle des 130 $, le baril approchant les plus hauts de 147 $ de 2008. Idem pour le cuivre, le titane, platinium, cobalt et tous ces trucs qui cassent leur plus haut, que nous n'avons pas et qui sont majoritairement dans les mains des Russes et des Chinois, directement ou indirectement. Et je ne parle pas de notre dette post-Covid, dit notre balance commerciale. La Russie, elle n'a ni dette extérieure ni intérieure, une balance excédentaire et encore des réserves de change. Certes, les USA tiennent Internet et sont les seuls à savoir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur des serveurs Cisco, mais si quelques câbles sous-marins venaient être détruits, le réseau, bien que résilient, en prendrait un coup. Ce n'est donc pas un hasard si les militaires de la DIRIS, Direction interarmée des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information, ont réalisé un exercice qui simulait la coupure des câbles sous-marins qui relient les Antilles à la métropole. Nous sommes innocemment passés d'une relation que l'on pensait être du fort au faible à celle du fou au fort. Pour ceux qui veulent plus d'informations, continuons par l'environnement global, excellemment résumé par la vision tranchante mais réaliste de Charles Gave, qui rappelle sur Sud Radio chez Berkoff quelques points clés qui semblent avoir échappé à certains commentateurs. Charles nous rappelle ainsi que le droit américain s'applique à toutes les transactions négociées en dollars, et ce, quelle que soit la nationalité des contractants. Nos banques et entreprises françaises ont payé des amendes astronomiques pour s'en souvenir. Or, pour que le dollar reste la monnaie référente, garante de l'hégémonie US, il faut que les flux se fassent en dollars. Or, les flux les plus importants se jouent sur l'énergie. Ceux qui ont tenté de commercer du pétrole en euros ou autres s'appelaient Saddam et Kadhafi. Par ailleurs, depuis que le dollar a été décorrélé de l'or en 1971 par Nixon afin de payer ses dettes extérieures, et à la vitesse où il est imprimé, il a perdu plus de 70% de sa valeur depuis sa création, depuis 1971. Sans ces mesures coercitives et leur porte-avions, dur de conserver le leadership mondial. Mais pour revenir à la situation du gel des avoirs russes, en euros et en dollars, qui touche 50% des réserves russes, le reste ayant été précautionneusement constitué en or, yuan et yen. Donc, une fois de plus, cela revient 1. À pousser les Russes dans les bras des Chinois, même si la Chine reste discrète et sera jouée avec les deux côtés,
Par ailleurs, on n'a pas assez pris en compte le communiqué commun fait par Poutine et Xi Jinping. Son système de carte bancaire a déjà remplacé les masters et les visas dorénavant interdites en Russie. Et deuxièmement, à asservir un peu plus le peuple européen aux USA. Car après les Ukrainiens et le peuple russe, c'est bien l'Europe qui va économiquement souffrir le plus des sanctions occidentales contre les Russes, mais également des sanctions russes face à l'Occident, notamment sur les matières premières, engrais compris. Ce qui fait dire à Jacques Attali sur Europe 1, masqué d'un FFP2 comme lors de toutes ses interventions sur les plateaux, la famine vient. Pour rappel, la Russie, c'est 40% du palladium mondial, 30% pour l'Afrique du Sud, troisième exportateur de charbon dont le prix a doublé en 10 jours et a été multiplié par 5 en 3 mois. Le blé ukrainien, donc russe d'ici peu, hormis la récolte de cette année qui va sentir la poudre, représente 40% du volume du blé russe, qui est également le troisième exportateur. Cela va durement toucher les pays du Sud avec les conséquences que l'on connaît. L'Europe ne peut tout simplement pas se passer des exportations russes. Charles Gave dit que dans ces conditions, la Russie peut tenir 2 ans et l'Europe 2 mois. Comme expliqué récemment, la croissance, hormis les 1,4% issus du progrès, c'est de la transformation d'énergie primaire avant tout. Or, incertitude égale inflation, plus manque ou prix du pétrole et gaz, égale récession, le tout égale à stagflation et révolte. D'autant plus que les banques centrales vont quand même devoir monter leurs taux. Mais heureusement, les Bretons ont encore de l'humour et un plan B emprunté sur Twitter. Prenez soin de vous, pensez à vivre tout en remplissant vos réservoirs et placards, même si le pire n'est jamais sûr, surtout quand on y est préparé. Bon courage à tous.